Salut, bienvenue dans ce Face à Pierrot du 28 avril 2025. La première question de la semaine est à tout seigneur, tout honneur, Alex Nissa du 06 qui me dit « Lorient a validé sa remontée en Ligue 1 un an après la descente. Faut-il féliciter les merleux ou au contraire se dire que c'est normal vu qu'ils ont un effectif de Ligue 1 avec Mvogo, Talbi, Abergel, Ponceau, Bamba, Croupi, qui n'a rien à envier au Le Havre, Saint-Etienne et Angers en Ligue 1. Écoutez, je pense que le président Ferry a fait un choix, effectivement, le choix qui a été fait, qui était certainement un risque financier, c'était de conserver une équipe la plus compétitive possible pour remonter tout de suite. C'est ce qui a été fait. Lorient était favori de cette Ligue 2 et c'est un favori qui a tenu sa place et ses engagements. Bon, effectivement, le problème, c'est que Croupi est déjà vendu au club qui appartient au même groupe que Lorient, puisque Lorient est également fait également partie d'une multipropriété. Donc, effectivement, sans Croupi, ça va quand même faire un trou dans l'équipe l'année prochaine, pardon. Mais non, je pense effectivement que la remontée immédiate de Lorient n'est pas un exploit, mais que c'est la satisfaction du travail bien fait. Benjamin Meunier, sans vouloir forcément dévoiler de nom, as-tu déjà été sollicité par des joueurs ou anciens joueurs en difficulté financière ou personnelle? Financière, jamais. Personnel, oui, il m'est arrivé de partager des moments difficiles qui soient liés au foot ou pas, hein. Évidemment, David Ginola après France-Bulgarie ou certains joueurs après une rupture sentimentale. Oui, parfois, effectivement, il y avait des discussions, des soutiens ou des décès, évidemment. Comme tout le monde le sait, Marc Keller est mon meilleur ami et il est aussi devenu mon meilleur ami parce que la mort accidentelle de Frédéric Johansen, alors que les deux devaient venir passer le week-end à Paris chez moi, nous a considérablement encore plus rapprochés. Alex Nissa du 06 me dit: est-ce que tu comprends le choix de Reims d'évoluer en 5-4-1 en bloc bas pour jouer Montpellier au fond du trou et officiellement relégué, alors que tu pouvais quasiment valider ton maintien en cas de victoire? Non, je ne comprends pas et ça m'énerve. Et c'est vrai que ce match m'a profondément agacé, bon, même si je l'ai pas vu en intégralité puisqu'il était dans le cadre du multiplex. D'ailleurs, tant mieux, vu le peu de choses qui s'est passé, mais je ne peux pas comprendre, je peux même ne pas admettre que Reims vienne en 5-4-1 à Montpellier, alors que Montpellier est à la rue depuis des semaines, accumule les défaites. Il faut se rendre compte que c'est le premier clean sheet de la saison de Montpellier. Mais je vais dire, c'est à l'image de ce qu'est le stade de Reims, et ça va pas être très gentil ce que je vais dire, mais c'est un club de gagne petit. Et d'ailleurs, l'année que j'ai passée à Reims en 2005, c'était déjà comme ça, c'était Thierry Froger, l'entraîneur, et il y avait que la défense qui comptait, quoi. Alors effectivement, cette année-là, on avait fait une série de 16 matchs sans défaite, mais sur les 16 matchs, il y avait 11 matchs nuls. Il n'y a pas une tradition de foot. Moi, j'ai pas souvenir sous l'ère Caillot, d'une saison, peut-être l'année où il y avait Forêt et Ferré, et encore, j'ai pas souvenir d'une saison où Reims pratiquait un jeu un petit peu flamboyant. Bon, il y a eu l'épisode Etitike qui était, un grand joueur perdu au milieu de nulle part. Mais c'est très décevant et c'est très inquiétant pour la saison prochaine parce que je pense qu'il va y avoir des départs parce que de toute façon ce club financièrement a besoin de départs. Mais bon, à force de tout vendre, il n'y a plus grand chose à vendre, hein. Il faut du courage pour être supporter de Reims, hein, parce que on se régale pas souvent, hein. Alex Nissa du 06 me dit: le PSG a encore concédé un but sur coup de pied arrêté contre Nice avec la tête de Niadichi Milé sur le coup franc de Bouanani. Faut-il être inquiet pour le PSG qui n'a pas réglé ses problèmes sur coup de pied arrêté face à Arsenal, excellent dans ce domaine? Mais c'est un de mes motifs, pour pas dire le motif d'inquiétude numéro 1 pour moi du PSG à Arsenal. Entre ça et la densité énorme du milieu
des Gunners, même s'il partait, ne jouera pas ce match aller. J'ai bien peur que le milieu de terrain du PSG se fasse avaler par celui d'Arsenal. Et puis il y a cette faiblesse que moi j'appelle une infirmité du PSG sur coup de pied arrêté, qui encaisse des coups de pied arrêtés comme tout le monde, même contre Dunkerque. Et c'était déjà le cas l'année dernière, et c'est incroyable, alors qu'ils ont quand même un entraîneur hyper pointu, hyper rigoureux. C'est incroyable qu'on ne voit pas plus de progrès, alors que t'as quand même Pacho qui est arrivé, et qui est quand même un bon défenseur central, Marquinhos qui est quand même pas le joueur le plus maladroit de la tête, t'as quand même un gardien, bon, même si c'est un gardien qui sort pas, c'est quand même un gardien qui prend de la place. Je comprends pas. Je comprends pas si c'est un problème de concentration, un problème de niveau, mais il est évident que sur chaque corner et chaque coup franc rentrant pour Arsenal, on va trembler demain soir. Keke Détente me dit comment la Fédé espagnole a pu programmer une finale avec une possibilité de prolongation à 4 jours de demi-finale de Ligue des Champions. Si ce n'est pas se tirer une balle dans le pied, je sais pas ce que c'est. Eh oui, mais qu'est-ce que... N'oublions pas que la Coupe d'Espagne, c'est par match aller-retour. Donc il y a beaucoup de matchs. C'est pas... aujourd'hui, à combien le Real en est de matchs, mais ils doivent être à 55 ou 56. Voilà, bon, évidemment, autant pour Barcelone, hein, c'est évidemment trop. Peut-être que tu pouvais effectivement attendre la fin du mois pour mettre cette finale. Il est évident que cette prolongation pour le Barça, avec tout ce qu'elle comporte de débauche sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, ça va compliquer le match contre l'Inter, même si l'Inter ne semble pas au mieux depuis maintenant quelques semaines. Keke Détente me dit, tu as tweeté samedi à propos du match inaudible de Daniel Bravo samedi. Pourquoi beIN ne renouvelle pas son duo de commentateurs après toutes ces années? Le tandem Griezmann en Ligue 2 est largement meilleur. Déjà, avec l'incertitude qu'il y a au niveau des droits, on ne sait même pas s'il y aura encore des matchs de Ligue 1 à commenter sur beIN la saison prochaine. C'est vrai que j'ai eu une réaction un peu épidermique, parce qu'évidemment, je connais très bien Strasbourg, et quand j'entendais Daniel parler du match, je me dis, mais c'est pas possible, il a jamais vu un match de Strasbourg cette saison. Je me souviens plus exactement ce qui m'a fait dire ça, mais au pire, c'est de l'incompétence, au mieux, c'est parce qu'il a pas travaillé son sujet, et qu'il a pas vu de vidéo du club, alors qu'un match, quand même, ça se prépare. Et puis, je sais pas, il y a ce petit, il est toujours en train de critiquer le choix des joueurs. Je trouve pas ça très emballant ni très constructif. Et je trouve qu'il forme pas un bon duo avec Christophe Josse, et que Christophe aurait probablement besoin d'un consultant plus pointu tactiquement et techniquement. Je suis d'accord que Grez et Malm, c'est très bon. Mais bon, après, de toute façon, on le sait, hein, les commentaires et les commentateurs sont toujours critiqués. Moi, les quelques matchs que j'ai commentés, j'étais très critiqué aussi. Mais bon, ça, quelque part, je le savais, et puis je l'assumais parce que, encore une fois, moi, j'avais une façon de commenter très à moi, c'est-à-dire que finalement, j'étais assez peu bavard, parce que il y a rien qui me saoule plus que les commentateurs où tu te demandes comment ils font pour respirer pendant leur match, quoi. Je veux dire, le débit de parole d'un Jean-Charles Sabatier ou d'un Omar Da Fonseca. Alors, je suis peut-être pas le bon client pour ça, parce que moi, je suis un spécialiste de foot, mais j'ai pas besoin qu'on m'abreuve de stats et de mots comme ça pendant les matchs. Geoffrey Gagneur me dit, Monaco semble en panne d'inspiration au niveau offensif. Balogun n'apporterait-il pas un souffle nouveau dans la dernière ligne droite du championnat? Je sais pas, je suis pas à l'entraînement. J'imagine que s'il joue si peu, c'est que Adi Hutter doit considérer qu'il n'est pas apte à avoir plus de minutes. C'est vrai que Mbolo, c'est très limité. Biret, même s'il marque énormément de buts, je suis pas totalement convaincu par ce Mika Biret qui, effectivement, a un sens du but presque à l'ancienne, quoi. Tu vois, le mec qui traîne, qui un peu un Trezeguet de Wish, quoi. Il a ce flair pour, comme il l'a eu d'ailleurs
au Havre pour aller mettre machin, mais bon, je veux dire, dès que le niveau augmente, il y a plus grand monde. Et puis, il faut aussi reconnaître que ceux qui sont censés approvisionner les attaquants, que ce soit Kliouche et Minamino, ou Ben Seguir, ou Golovin, qui lui a quasiment disparu de la circulation, donnent pas satisfaction non plus, quoi. Artman07 me dit... Tous les tournois sur le circuit ATP ont recours à l'arbitrage automatique, alors qu'à Roland-Garros, ils vont utiliser les juges de ligne. Comprenez-vous le choix de la direction de Roland-Garros d'utiliser un arbitrage humain plutôt qu'électronique? Quand je vois les polémiques, j'ai vu Sabalenka et Zverev prendre leur téléphone portable pour photographier la marque. Je pense qu'il y a effectivement là une défiance des joueurs par rapport à l'arbitrage électronique, ce qui m'étonne d'ailleurs parce qu'il n'y a jamais eu de défiance par rapport au Hawkeye. Alors je ne sais pas si c'est le même procédé entre l'arbitrage électronique et le Hawkeye. J'avais comme ça naïvement l'impression que oui, que c'était un petit peu la même chose. Mais voilà, moi je pense qu'effectivement, puis même pour la tradition, je trouve ça plus chouette qu'il y ait des juges de ligne, qu'on aille vérifier la marque. Je trouve que ça fait partie du folklore sur terre battue. Kéké d'État, on me dit l'attitude indigne du Real, indéfendable pour un grand club, surtout avec leur niveau actuel, et d'autant plus que le contexte actuel vis-à-vis des arbitres, mérite-t-elle une sanction exemplaire comme une disqualification de la Coupe du Roi l'année prochaine? Alors, il y en aura d'autres, hein, parce que j'ai eu peut-être sur les 600 ou 700 questions que j'ai eues cette semaine, j'en ai bien eu une centaine sur cette finale de Coupe du Roi et l'attitude du Real, que j'ai dénoncé dès hier dans un tweet, ce qui m'a permis de me prendre l'armée numérique du Real, en grande partie africaine d'ailleurs, à mon grand étonnement. Voilà, on m'a rappelé qu'en tant qu'agresseur sexuel, je n'ai pas le droit de critiquer le plus grand club du monde, enfin, avec des arguments de fin fond du caniveau. Effectivement, l'attitude indigne du Real, elle est avant, pendant et après le match. Avant, avec le boycott des manifestations organisées par la fédération espagnole, les vidéos à charge contre l'arbitre. On a quand même vu un arbitre pleurer avant la finale. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie du truc, quoi. Et l'attitude du Real, qui en plus, franchement, n'a pas à se plaindre de l'arbitrage sur l'ensemble de la finale. Enfin, c'est indigne. Et ça veut aussi un peu dire que, on est le Real, on est le plus grand club du monde, ce qui là, pour le coup, est totalement incontestable, hein. Donc, on fait ce qu'on veut, on se permet ce qu'on veut. Et effectivement, et puis il faut bien reconnaître qu'à la fin, en plus, il se tire une balle dans le pied, puisque Rudiger a été expulsé, mais il me semble que Bellingham et Lucas Vazquez ont également été expulsés, donc ça veut dire que ces joueurs-là ne joueront pas le ou les prochains matchs, et seront peut-être, je pense en tout cas pour Rudiger, ne joueront même pas le Classico, qui est encore déterminant pour le championnat. Donc, on est presque dans le suicide, quoi. Voilà, c'est toujours pareil, hein. On m'a dit, j'ai eu des cours sur le fait que Mbappé n'avait pris qu'un match pour son carton rouge, alors que c'était annoncé qu'il prendrait peu, parce que d'abord il n'était pas récidiviste, parce que le rapport de l'arbitre avait été rédigé d'une telle manière, donc on savait qu'il prendrait 1 ou 2 matchs. Donc voilà, c'est-à-dire que il y a d'un côté les mecs qui sont là dans leur coin et qui jugent, franchement, moralement, mais on s'en fout moralement. Moralement, ce qui compte, c'est les règlements des pays concernés. Donc là, les règlements, c'est mauvaise attitude avec l'arbitre, sans violence physique, puisque visiblement les glaçons n'ont pas touché l'arbitre. Le barème, c'est entre 4 et 12 matchs de suspension. Donc on peut penser que Rudiger et ceux qui ont lancé alors je sais pas, ça dépendra du rapport de l'arbitre ou s'il a fait des saisies de la vidéo, parce qu'effectivement là, Vinicius pourrait aussi morfler, mais ça veut dire que Rudiger, il va prendre entre 4 et 12 matchs. À titre perso, j'espère qu'on sera plus près des 12, parce que à un moment donné, c'est insupportable une attitude pareille, quoi.